On vous connaît d'ailleurs, parce que vous êtes venu plusieurs fois ici, vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin. Bon, je dis toujours la vérité, vous m'avez envoyé un texto. Vous m'avez envoyé un texto en fin de semaine, vous m'avez dit « Je persiste à croire que tout ceci, la période que nous vivons actuellement, relève de l'hystérie collective. En revanche, je suis pour le vaccin, c'est important de le dire, et suis attristé de voir qu'aussi peu de personnel soignant accepte de se faire vacciner. » Bref, j'aimerais bien parler de tout ça dans votre émission. Comme vous êtes un interlocuteur crédible, légitime, hein, je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin, je me suis dit, venez nous parler. Venez nous parler. Pourquoi vous dites que le mot est fort, hystérie, qui est toujours un mot qu'il faut employer avec distance aujourd'hui. On a le droit, sauf pour les femmes. Il n'y a que les femmes qui sont pas. Pourquoi dites-vous que, alors j'imagine, vous pensez le couvre-feu, les restrictions, etc. Pourquoi dites-vous que tout ça confine, si j'ose dire, à l'hystérie collective? Parce que je trouve que c'est une ambiance générale. Quand on lit les journaux ou quand on voit la télévision, le discours est très anxiogène. En fait, cette épidémie nous a plongé dans une espèce de paranoïa collective, comme si c'était la fin du monde. Alors que si on regarde objectivement les choses et avec un peu de distance, on voit qu'il y a en France une personne sur 1000 qui est morte du Covid. 1 sur 1000, c'est donc assez peu, et qu'en plus l'âge médian des gens qui en sont morts est de 84 ans. Je rappelle l'âge médian, il faut dire précisément ce que c'est pas l'âge moyen, l'âge médian. L'âge moyen de ceux qui sont morts, c'est 81 ans, c'est l'âge moyen. Et l'âge médian, c'est 84. L'espérance de vie chez l'homme en France est de 80 ans chez l'homme et de 85 chez la femme. On meurt plus tard du Covid que de l'espérance de vie. Et donc je pense qu'il ne faut pas minimiser cette épidémie qui certes a son importance, mais il faut quand même la relativiser dans la mesure où une bonne partie des gens qui en meurent, et c'est très triste, hein, je suis le premier à le reconnaître, eh bien de toute façon allaient sans doute mourir dans l'année ou dans les 2 ans. Oui, mais alors ça c'est inaudible. Pourquoi c'est inaudible? C'est ce qu'on me dit en tout cas. C'est-à-dire, par exemple, Jean-Louis Burgat, je vais le citer, puisqu'il était là jeudi dernier, il dit un mort de 15 ans, c'est un mort de 95 ans. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors c'est très triste. Moi, j'ai le plus profond respect et la plus grande affection pour nos aînés. Hein. Je suis d'ailleurs le premier à dire que le système de soins n'est pas assez adapté au vieillissement de la population. Donc vous voyez, je suis pour qu'on en prenne soin. Mais quelqu'un qui meurt dans un EHPAD à 88 ans, pour moi, c'est pas la même chose que quelqu'un qui meurt à l'âge de 30 ans. Je suis désolé, et le risque, là, le risque qui se profile, c'est qu'en fait, on sacrifie une partie de la jeunesse pour réduire tout simplement une mortalité chez des gens qui sont finalement très âgés et pour la plupart avec beaucoup de comorbidités. Entre 0 et 44 ans, si j'ose dire, personne n'est mort. Personne n'est mort. D'ailleurs, je ne tiendrai absolument... moins d'1%. Entre 0 et 44 ans. Je ne tiendrai pas du tout le même discours si des gens jeunes mouraient. Mais pas du tout. Mais je suis d'accord. Ce serait intolérable. Donc entre 0 et 44 ans, il y a moins d'1% des gens qui... La question que je me pose, ça vous avez raison, en fait, ce qui est très clair, c'est... La gravité dépend du nombre d'années perdues, en quelque sorte. On a déjà vécu sa vie quand on a 88 ans, pas quand on en a 15. Donc c'est absolument évident. Perdre son arrière-grand-père, c'est moins difficile que de perdre un enfant. Ça, c'est clair. Mais en revanche, là, vous dites, ce sont les médias. Et je veux bien qu'on prenne notre part. Mais est-ce que tout de même, la communication gouvernementale, les mesures gouvernementales, à partir du moment où on dit à tout un pays de se confiner, si vous voulez, de rester claquemuré chez lui, est-ce que... ça ne dit pas une sorte de gravité terrible. Je ne dis pas c'est la faute des médias seulement. Je dis simplement que quand on consulte les médias, on a un discours qui est très anxiogène. Mais ce discours-là est véhiculé par tout le monde. Oui, alors nous, à la fois par nos dirigeants, mais aussi par l'opinion publique, bizarrement. Oui, mais alors l'opinion publique peut-être est influencée par nos dirigeants. Et puis les médias, nous, on suit, si j'ose dire. On suit, effectivement. Mais la réalité, c'est l'encombrement des salles de réanimation. Si, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Mais pour une fois, on en est un peu loin. Mais enfin, vous avez vu que la courbe monte. Elle est encore montée d'ailleurs entre ce week-end. On n'arrête pas de nous en menacer, ça ne s'est jamais produit. Mais je crois que le respect des anciens, puisque je suis ici l'ancien, 87 ans dans 15 jours. Bon, le respect des anciens honore la France. C'est vrai que moi, je préférerais que ce soit mon fils qui soit vacciné avant moi, bien sûr. Mais je trouve que
avoir décidé ça, ça nous rapproche d'ailleurs des Roumains, des Latins, ça fait partie de notre civilisation, et ça honore quand même la République. Il ne faut pas non plus en abuser. Je crois aussi que ce qui est terrible, c'est que moi j'ai vécu un vendredi d'horreur. Hein. J'ai fait ce que j'appelle mon parcours du cœur battant pendant 4 heures. 4 heures, montre en main. J'étais avec mon assistante, on se passait le relais pour essayer de trouver un point de vaccination. C'est un bordel immense. Alors, je suis d'accord avec vous, mais comme M. Perromort n'est là que jusqu'à 9h25, je voudrais qu'on l'écoute en priorité, et après on pourra faire nos commentaires. Je suis le premier à respecter les anciens. Et c'est là qu'il faut aider. C'est là où il faut aider les plus âgés. Je dis simplement, les aider là, les cher plus monsieur, âgés. je dis qu'une épidémie qui tue peu de gens, et qui, de surcroît, tue majoritairement des gens âgés qui, de toute façon, allaient bientôt mourir, n'est pas une épidémie aussi grave qu'une épidémie qui tue des gens jeunes et en pleine force de l'âge, et que donc peut-être qu'elle nécessite des mesures un peu moins strictes, et surtout pas qu'elle justifie de sacrifier des générations nouvelles. Alors, mais vous avez raison, je dis simplement. Le club des optimistes. Oui, mais bravo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je suis frappé, je le dis souvent, que personne ne propose au fond une politique alternative. Et notamment l'opposition, personne ne dit rien, comme si les gens étaient terrorisés, ils avaient peur de dire quelque chose qui les engage pour 6 mois. L'alternative, selon vous, parce que c'est ça, c'est quoi? C'est de laisser par exemple tout ouvert, selon donc vous laisseriez les restaurants tout ouverts? Oui, bien sûr, avec des mesures très strictes, la distanciation. Mais là, vous êtes dans l'hôpital. Oui. Donc, dans l'hôpital, les soignants, et ça qui m'étonne, parce que c'est un discours de soignants, mais on vous entend très peu, si vous voulez. D'abord, est-ce que d'autres gens pensent comme vous? Mais ils n'osent pas le dire, en gros. Beaucoup de mes patients, avec qui j'en discute... Non, je parle du personnel soignant. Est-ce que beaucoup de gens sont comme vous Dans le corps médical, très majoritairement, les gens sont pour des mesures vraiment strictes. D'accord. Bon, mais si, donc on laisse tout ouvert, parce que c'est ce que vous préconisez, à ce moment-là, il y a un risque, effectivement, d'afflux de plus de personnes en hospitalisation et en réanimation. Bien sûr. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Il faut assumer ce risque, il faut vivre avec le virus. Vous voyez bien qu'on... Mais si les hôpitaux sont débordés, l'argument qu'on nous dit, c'est vous allez avoir une tumeur, vous allez avoir un accident de voiture... C'est un argument parfaitement légitime, mais dans aucune des 2 vagues en France, toutes les réanimations n'ont été saturées. C'est faux. Pendant la première vague, il y a un nombre impressionnant d'établissements privés qui n'ont jamais été mis à contribution. Pendant la seconde, les choses se sont un peu améliorées et la coopération avec le privé s'est renforcée, mais il reste néanmoins vrai que certains établissements étaient vides, sans parler que l'occupation des réanimations est très hétérogène selon les régions. Donc si un jour en France, effectivement, la totalité des services de réanimation étaient pris par des gens Covid, évidemment, il faut se résoudre à l'évidence, et fermé et confiné. Ça n'a jamais été le cas. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin. Votre parole est libre ou vous pouvez être sanctionné pour ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que Martin Hirsch, par exemple... comment ça se passe? Il y a une sorte de hiérarchie chez vous? Parce que j'ai vu que Martin Hirsch, de temps en temps, il sanctionne. Il n'y a pas un devoir de réserve. Non, mais attendez. D'abord, ce que... Parce que là, vous n'êtes pas d'accord avec Olivier Véran, qui est votre ministre de tutelle. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais en même temps, je me garde bien de viser quelqu'un en particulier. Oui. Et puis, je ne connais pas les contraintes des politiques. Elles sont sans doute bien plus nombreuses que les miennes. Moi, j'émets juste un avis qui est ce qu'il est. Et j'espère bien quand même que dans ce pays, il y a encore une liberté d'expression. En tout cas, j'espère aussi, c'est pas j'espère d'ailleurs, parce que cette liberté, elle existe sur ce bateau. Je voudrais qu'on écoute 2 témoignages. D'abord, on va écouter Alain Fischer. On devait écouter Brigitte Macron d'abord, mais là, on va écouter Alain Fischer. Pourquoi? Alain Fischer, c'est Monsieur Vaccin. Il était ce matin sur RTL. Bon. Et on lui a posé la question, mais il y a des morts qui ont été vaccinés, ces gens de plus 80 ou 85 ans. Et c'est ça qui m'amuse dans cette propagande, parce que j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il va répondre, Monsieur Fischer? Il va dire, ah ben oui, évidemment, c'est comorbidité, c'est leur état général. Donc les morts pour le vaccin, c'est comorbidité et état général, mais les morts de plus de 85 ans sans vaccin, c'est Covid. C'est le virus. Et c'est ça qui fatigue, en fait. Écoutez Alain Fischer. Il faut bien avoir conscience que, malheureusement, mais c'est inéluctable, chaque jour, il y a de très nombreux décès dans les maisons de retraite et dans les EHPAD spécifiquement. En France, de l'ordre de 400. En Norvège, de l'ordre, si on rapporte à la population, de plusieurs dizaines. Donc, lorsqu'il y a des événements de décès qui surviennent dans la journée qui suivent une vaccination,
ils pourraient en théorie être dus à la vaccination, mais ils ont une beaucoup plus grande probabilité d'être dus à l'évolution naturelle de la vie et des maladies que présentent ces gens. Ça, il ne le dit pas d'habitude. C'est un fait, quoi. Moi, je n'invente rien. Ils ne le disent pas d'habitude. Ils disent c'est le virus qui a tué des gens de 85 ans. Et là, il dit quand c'est la vaccination. Parce qu'évidemment, si tu commences à dire que la vaccination est source de mort, il ne peut pas le dire. Eh bien moi, cet esprit-là, en fait, moi j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Je ne peux pas vous dire autre chose puisque c'est exactement ce que je pense. J'ai rien contre M. Fischer, hein. M. Perromort. Je ne voudrais pas rajouter à la polémique, mais vous savez, le fait d'avoir priorisé les patients en EHPAD, en fait, les personnes en EHPAD pour les vaccins, c'est en fait tout à fait discutable. Parce que pourquoi on va en EHPAD sinon pour y terminer sa vie ? Et donc, moi je sais, ma grand-mère est morte en EHPAD à 97 ans. Quand elle est morte, elle avait perdu toutes ses fonctions intellectuelles. On était soulagés qu'elle meure, en réalité. Et donc, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans un autre contexte, à l'hôpital, ce que je vis au quotidien, par exemple, pour le traitement d'un cancer, on appellerait ça de l'acharnement thérapeutique. C'est tout à fait discutable. Et donc, vacciner les gens fragiles qui ont 60, 70, 80 ans, c'est tout à fait légitime. Mais aller vacciner à marche forcée dans les EHPAD des gens qui attendent la mort... Et qui sont confinés. C'est très, très dérangeant. Mais moi, je vais vous dire... Je vous écoute, je trouve que c'est la voix de la raison que j'entends. C'est du bon sens, voilà, c'est tout. C'est la voix de la raison. Je ne suis pas médecin, évidemment. J'ai une question, parce qu'on nous dit que l'INSEE a annoncé qu'il y avait une surmortalité en 2020 de 9%. Si oui, c'est vrai. Oui. Donc comment vous... Mais elle sera lissée dans quelques années. C'est-à-dire que c'est comme la canicule, l'effet canicule. En 2003, il y a eu un pic de surmortalité. Et quand vous prenez sur 2004, 2005, 2006, ça se lisse, on rattrape, puisque les gens qui sont morts, ce sont des morts anticipés. Il y a quand même... Non, mais merci de cette explication. Enfin, ce que vous dites, effectivement, et personne ne le dit, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les 9%, ça a été interprété. Ah, vous voyez, c'est ponctuel. Bon, voilà. Faites-le sur quelques années, ce sera quelques pourcents. Et en fait, les politiques font de la politique et c'est insupportable. Mais il y a quand même une chose de très curieux, c'est qu'en Norvège, oui, il y a eu 27 morts, qui est un tout petit pays. Oui. 27 morts. 27 morts du Covid ? Non, de la vaccination. Ah bon ? 27, c'est énorme. Vous fait peur. Aux États-Unis, 1 million de vaccinés, 0 mort. Il y a eu 20 cas de phénomènes, etc., mais qui ont été tout de suite soignés, et 0 mort. Comment c'est possible que dans un petit pays, ça s'explique par... D'abord, je n'avais pas cette information. Elle demande quand même à être vérifiée. Ah, mais je l'ai lu dans le Figaro. Oui, enfin, le Figaro. Je ne l'invente pas. C'est peut-être des gens qui sont morts de leur pathologie, tout simplement. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un moment de comorbidité où il est très, très dangereux d'être vacciné. Le mot hystérie collective, bien sûr, je le mets entre guillemets, nous le mettons entre guillemets avec Marine Lançon, parce que ce sont vos propres mots, bien évidemment, ce ne sont pas les nôtres. Non, mais Jean Messia. Je souhaite réagir par rapport à ce que vous avez dit, docteur, il y a un instant, à savoir que les politiques étaient évidemment soumis à des contraintes qui ne sont pas les contraintes du monde médical. Et parmi ces contraintes figure la judiciarisation de la vie publique et la pénalisation des actes gouvernementaux et des décisions gouvernementales. Et moi, j'ai l'impression, si vous voulez, oui, tout à fait, mais j'ai l'impression que, effectivement, ce que dénonce régulièrement notre ami Éric Zemmour ici sur ce plateau, c'est-à-dire le gouvernement des juges et cette attaque du droit dans tous les actes de la vie publique fait que les politiques, en fait, ils se protègent. Donc ils se disent, bon, il y a une épidémie, il y a des gens qui meurent. Moi, demain, je veux éviter que l'arrière-petit-fils d'un grand-père qui est mort dans un hôpital parce qu'il estime que le gouvernement, l'hôpital n'en a pas assez fait, eh bien, il va porter plainte. C'est la jurisprudence sans contaminer, Mediator, etc. Et donc, effectivement, ils sont dans une espèce d'hystérie collective, pour le coup, je reprends vos termes, précisément pour faire effectivement de la mousse et montrer qu'ils sont au four et au moulin, qu'ils sont sur le pont pour pouvoir lutter contre cette épidémie, pour que justement ils évitent en tout cas toute idée de procès vis-à-vis de leurs actions. C'est possible, mais à mon avis, ce n'est pas le seul facteur, ou en tout cas pas le facteur principal. Je crois tout simplement que l'opinion publique est pour toutes ces mesures. Et à mon avis, le politique répond favorablement à l'opinion publique. Je le crois sincèrement parce qu'on est arrivé à l'ère du principe de précaution à outrance
et il n'y a plus le goût du risque. Il n'y a plus, si vous voulez, d'acceptation du risque, aussi faible soit-il. Je le vois partout, à tous les âges et dans toute la Mais société. le masque, par exemple, dans la rue, le masque, c'est parfaitement inutile. Ça, je n'en sais rien. Je vous laisse ce propos. Dans la rue ? Moi, ça me Dans la paraît- rue, non, mais si la rue est un peu vide... Alors, bon, évidemment, le moi, problème... je vous assure... Le problème, c'est que si vous êtes tout seul dans la rue, ça ne sert Oui. à rien. Mais dès que vous arrivez chez la boulangère, Oui, bien sûr. il faut le remettre. Vous avez et donc, ça parfaitement fait raison. des manipulations. Donc, Mais je vois des gens dans comment dire, dans des endroits où il n'y a absolument personne, masqués jusqu'au Bah oui, mais nez, comme c'est si 135 comme si c'était balles, comme si c'était Pascal. la peste noire. c'est sûr Mais que non, c'est mais c'est ridicule. 135 € la Mais peste Est-ce noire, que vous les êtes marrant, vous. Est-ce que les vaccinés Vous êtes Oui. marrant depuis. La peste noire, mais- c'est pas Mais seulement. pardonnez-moi, c'est les amendes. moi j'ai toujours le masque de la même manière, mais quand il n'y a personne, même si un policier venait, évidemment il est suffisamment intelligent ce policier pour prendre, comment dire, en compte qu'il n'y a personne autour de vous. Bah non. Bah si, moi Bah non, je parce suis qu'il y a la désolé, loi, on leur demande- évidemment. Excusez-moi, on leur attendez, demande de verbaliser. exactement. Mais ils sont pas idiots. Duralex, enfin. Sedlex. Mais Est-ce que ils les sont pas vaccinés idiots. pourront s'enlever le masque? Non, Et pourquoi? je ne crois pas. Et pourquoi? Bah, d'abord, ils sont toujours contagieux, mais cela dit. Parce qu'on n'a parce pas que- de... D'abord, oui, madame a raison, on n'a pas la preuve aujourd'hui, même s'il y a Oui, des on n'a pas la indices, même Get your s'il y a des indices qui le suggèrent fortement, on n'a pas la preuve qu'être vacciné protège de la transmission. D'ailleurs, quand on l'aura, si un jour on l'a, ça posera le fameux problème du passeport vaccinal. Parce que si un jour on démontre clairement qu'être vacciné, ça protège aussi les autres, alors là se posera la question. C'est le cas dans les autres vaccins. Ça protège. Quand on est vacciné contre la grippe, on ne propage pas Ah, la grippe. pas du... Oui, enfin, ça dépend desquels. Par exemple, la fièvre jaune, vous savez que quand vous Oui. allez en Afrique, il faut être vacciné de la fièvre jaune. Et ça, c'est pour vous protéger, vous. Bon. Donc ça dépend des vaccins, ça dépend des virus. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup également, parce que je parle parfois de propagande ici, vous avez un discours différent. Est-ce que, parce que vous avez un discours différent, vous avez le sentiment qu'on ne vous invite pas sur... Ah, les bien sûr. plateaux? Très nettement. Très nettement. D'ailleurs, je crois qu'il y a qu'ici que je suis invité. C'est pas pour vous flatter. Les sièges. Mais c'est vrai que quand on tient un propos, je dirais simplement modéré, qui demande juste à garder son sang-froid, eh bien, dans la période actuelle, on n'est pas tout à fait. Alors, ce qui est important de écouté. dire, Il y c'est a des que, médecins qui en ont plus, disparu des plateaux. vous êtes obligé de vous justifier. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que vous êtes pour le vaccin, c'est important de le dire, parce Bien qu'autrement... sûr, mais moi, je suis pas du tout un complotiste. Mais voilà, on est Pas du tout. obligé de se comprendre. Pas du Alors, tout. quand vous voyez par exemple Gilbert Deray ou Pialou qui sont dans une dérive sanitaire, moi qui me fait peur, c'est-à-dire qu'ils mettent le pays sous cloche, quoi. Bon, est-ce que vous avez des échanges avec eux? Aucun. Absolument aucun échange. Je sais qu'ils font partie de l'idéologie dominante. Je les respecte en tant que médecin. Et parmi tous ces gens-là, il y a des gens vraiment très bien qui font avancer j'en la suis sûr. recherche. Mais Sur le plan j'en suis scientifique, convaincu. par exemple, professeur Fontanet, moi je le trouve tout à fait remarquable à titre personnel. Mais c'est vrai que c'est l'ambiance générale. L'ambiance générale est très anxiogène pour un virus qui tue très peu. Pas chez les je suis soignants, d'accord avec vous, Pas mais- chez les médecins, si on prend l'ensemble des médecins. Pascal, vous Alors avez les dit médecins tout à l'heure. Get your retargeting on point. ont une position un peu différente. Très différentes. Parce que en fait, Très ils voient la différentes. vraie vie. Mais évidemment, Ce ne les sont médecins, pas mais les évidemment. mandarins en blouse blanche Mais qui sont dans évidemment, leur bureau à l'hôpital. Nous sommes parfaitement d'accord. Donc Alors c'est très Brigitte, différent. Il y a juste des gens qui ont Non, mais c'est disparu. intéressant. Il y a des médecins qui ont disparu, Oui, comme qui disait ont Elisabeth, disparu des plateaux, télé parce Mais- qu'ils ont une voix mais dissidente. les Monsieur médecins- Perromort. Mais ce qui est incroyable, c'est que ceux qui ont menti, par exemple, ou ceux qui ont dit des choses qui ne se sont pas avérées, et il y en a, eux, ils continuent à écumer les plateaux. bon, Non, mais en les tout médias cas, sont marchands de malheur parce que ça fait monter l'audience. mais c'est pas, Tout le monde oui, le sait. mais oui, bah, Tout le monde le sait. oui, bah, nous on n'est pas marchands de Mais malheur nous, et on on est a un une. média différent. Ils viennent de le dire. Nous, on est cherche un du média bonheur en tout avant. cas, acceptons l'optimisme. En tout cas, Monsieur Perromort, ce qui est intéressant de dire, c'est que les médias mainstream ne vous donnent pas la parole. Ça, c'est certain. Voilà, donc ça c'est quand même extraordinaire. Alors Brigitte Macron était hier sur TF1. C'est remarquable. Je n'en doute pas. D'abord, Brigitte Macron est tout le temps remarquable. Disons-le, cher Jacques. Moi, Non, je suis non, d'accord. non, Si, là, elle est c'est- tout le temps là, elle est remarquable. Je n'ai pas souvenir une fois où Brigitte Macron n'ait pas été remarquable. Vraiment. Et de fait, elle l'était hier. Mais elle a parlé de son Covid, donc c'est assez intéressant, puisqu'elle a donné, comment dire, son sentiment. Écoutons-la. Ça peut être anxiogène, notamment au détour du 6e jour, quand on se dit « oh là là, je respire moins bien, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc je comprends ceux qui ont été malades. Ça a mais changé la vision que vous aviez de cette pandémie? Je conçois vraiment à quel point c'est difficile pour ceux qui sont seuls.
Parce que je n'étais pas seule, j'étais avec le président qui avait la même chose. Donc quand les personnes sont seules, il faut impérativement qu'elles aient des contacts tous les jours avec quelqu'un et qu'elles surveillent leur respiration. Si elles sentent qu'elles ont du mal à respirer, il faut impérativement qu'elles appellent le médecin. Brigitte Macron, Bon, non, mais c'était intéressant son témoignage. Mais c'est vrai que alors les chiffres, par exemple, on les a pas donnés. Les chiffres aujourd'hui, c'est 2766 patients en réanimation. Moi, je donne le chiffre tous les jours. On est 66 millions de personnes. Il y a 2700 personnes qui sont en réanimation, mais le pays est bouclé. Donc, mais quand je dis que c'est le virus qui rend fou, même entre amis, on parlait avec Jean-Louis Burgat jeudi soir, mais comment dire, et c'est aussi ce que disait Bernard-Henri Lévy, très justement, avec comment dire, le titre de son livre, ce virus rend fou. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu leur dis, le discours que vous tenez, le discours que je peux tenir aussi, mais ils te prennent, ils te disent, vous voilà, voulez tuer les vieux, vous voulez tuer les c'est ça vieux, qu'on va vous dire, rendez en pas fait. compte. Notre ami Jean-Louis Burgat, je vais le citer une troisième fois, il a dit c'est la peste noire. Ouais. Je lui ai dit, mais enfin Jean-Louis, mais pourquoi tu compares ça à la peste? Alors il n'est pas là, je le salue parce que c'est un ami en plus, il peut pas répondre ce matin, mais donc je dis ça, on est chez les fous quand on compare à la peste, nous sommes d'accord. C'est le régime de la peur. C'est à cause de la peur. La société a changé. Je crois qu'on n'accepte plus le risque de mourir. Voilà. Tout simplement. Oui, mais ça c'est. Moi, je le vois au quotidien à l'hôpital. Je comprends qu'on n'accepte plus le risque de mourir. Quand on dirige un pays, il faut prendre tous les éléments. Ah bah non, Pascal, le fait, non, là, vous avez tort, le fait de pas accepter, on n'a pas envie de mourir, ça c'est clair. Mais le fait de pas accepter de risque, ça stérilise complètement la vie. Non, mais moi, ce qui m'ennuie. Si vous voulez la vie sans risque, vous ne vivez pas. Oui, mais il y a même. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est pire, c'est qu'il n'y a même pas de risque en l'espèce. Oui, mais c'est-à-dire que le risque, il est minime. C'est-à-dire que quand je dis de 0 à 44 ans, il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que cette maladie... ah oui, autre chose d'ailleurs, tiens, c'est intéressant. Depuis le départ, moi, le sentiment que j'avais, c'est que les gens fragiles et vulnérables doivent se protéger. Bien sûr. Bon, ben vous dites bien sûr, mais là encore, quand tu dis ça, tu passes pour un horrible. C'est de la responsabilité de tous. Je pense que les gens savent maintenant qui est à risque. Au début, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on sait quelles sont les comorbidités qui exposent aux complications graves de la maladie, et donc chacun doit prendre sa part. Mais là, il y a un égalitarisme français qui fait que soit vous prenez des mesures pour tout le monde, l'idée d'imposer des mesures à un groupe, c'est pas possible. Oui, mais on sait très bien qui est à risque. Oui. Aujourd'hui, on le sait. Donc il faut que les gens un peu Mais les gens sont encore Est-ce que finalement la réaction de la société française et du gouvernement, etc., n'est pas la réaction d'une société vieillissante? Parce que c'est ça. Mais non, c'est le monde entier qui fait la même chose. En tout cas, d'une société. Mais oui, mais il ne fait pas de la même manière partout. Moi, j'ai l'impression. C'est surtout en Occident, ce que vous allez en Afrique, par exemple. C'est dans les sociétés. C'est vrai. J'ai l'impression que moins confinés que les autres. Monsieur Perremort. Je crois que vous avez raison. Je crois que on est dans une société qui vit dans le coton depuis des décennies. Oui. On n'accepte plus l'inconfort. Moi, j'ai quand même en consultation des gens qui viennent me voir parce qu'ils urinent toutes les 2h30. Ça les inquiète parce qu'avant, ils urinaient toutes les 3 heures. Et donc, ça les rend fous. Ouais, ils ne comprennent pas pourquoi. Une société, et par ailleurs, ils vont très bien. Une société vieillissante est par définition plus hypocondriaque qu'une société jeune. Quand vous allez dans les pays d'Afrique, vous n'avez pas ce genre d'attitude vis-à-vis du virus. Exactement. Ou même dans certains pays d'Asie. Parce qu'ils ont des vraies difficultés dans leur vie quotidienne et donc ils sont moins soumis à cette espèce d'angoisse permanente de l'aléa. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas un groupe, si vous voulez, démographique qui a imposé, mais même implicitement, ses intérêts, si vous voulez, ou ses considérations? La peur vient qu'il n'y a pas de date butoir. On ne sait pas quand on en sortira. Oui. Et on en prend jusqu'à septembre au minimum. Mais vous rigolez, moi, on en a... Vous voulez que je vous dise, tu vas avoir un autre variant, tu en as peut-être pour 5 ans. Peut-être que rien ne sera rouvert, puisqu'ils ne rouvriront rien jamais. Moi, je mais moi, je vous le dis. Mais moi, vous me faites rire. En octobre, je dis ça ne rouvrira pas. Ouais. Ils vont trouver un variant et puis un autre variant. Au nom du principe de précaution, tu peux rester comme ça, mais indéfiniment. Ça va par bonheur un jour exploser. Mais pourquoi ? Parce que je pense que pourquoi les gens descendront dans la rue. Mais non, ils descendent pas, ils sont chez eux, ils sont Alors, les jeunes du non-confinement. Scorpion 40 qui nous dit c'est pas le pays qui est bouclé, monsieur Pro. C'est le monde entier. Seraient-ils tous fous, sauf vous? Alors c'est vrai que bon, ça c'est un argument, hein, tout le monde, le monde entier. Bravo d'avoir invité un médecin anti-propagande, le docteur Perremort, sur le plateau. Les médias mainstream ne l'invitent pas, c'est Vox qui dit ça. Voilà. Après, il y a tous les avis, mais c'est vrai que l'argument qui est très qui est très difficile à contester, c'est-à-dire que tout le monde fait la même chose. Mais non, tout le monde ne fait pas la même chose.
Ah, quasiment. Dans le monde occidental, probablement, mais vous allez dans d'autres parties du monde, c'est quoi? C'est ethnocentrisme. Aller en Amérique latine, aller en Asie, aller en Afrique. En Argentine, ils ont fermé le pays. Les gens oui, mais d'accord, mais pas de la même Ils sont pas dans- confinés depuis 10 pas mois. dans les mêmes proportions. Bah si, pas- c'est non, mais pire. peut-être, Regardez mais la genre, Chine, C'est pire. En Chine, il n'y a pas que l'Occident. En Chine, vous avez vu les reportages? Oui. En Chine, c'est... pas toute la Chine, certaines Oui. régions seulement. Voilà, Bon, Monsieur Perromort, merci. Ah, vraiment, merci, Merci à vous. parce qu'on va vous réinviter, évidemment, parce que ce discours, d'abord, faut l'entendre. Effectivement, je veux dire, on ne l'entend pas. Voilà. Le discours Bravo, de la, On de la raison. l'entendait, c'est le philosophe André Comte-Sponville Oui. qui disait ça avec beaucoup d'élégance Oui. et de méthode. Et c'est vrai qu'il a disparu lui aussi des médias. Ah bah Alors, depuis c'était le 2 premier- mois, ouais. Ah bah, C'est le premier à tenir un discours très sensé sur la question. Mais je suis à 100% d'accord. Mais là, depuis 1 ou 2 mois, effectivement, les médias mainstream et puis les journalistes, etc., qui sont les porte-parole du camp du bien. Mais les politiques qui ont menti sur les masques au début, eux, sont toujours invités. Non, mais ça, cette polémique, je veux pas faire de Bah polémique. si, parce qu'on vous dit, on les interdit. Attendez, on vous dit Fais pas de polémique, on vous dit- Victor. on vous dit qu'on interdit les Oui. Perron, les Raoult, etc. parce qu'ils ont des bêtises. Mais Oui. attendez, il y a énormément de personnes qui ont des bêtises. Il y a même des gens qui ont menti. Ça ne les empêche pas de continuer avec Oui, lui. mais Arrêtez d'avoir mauvais espoir. je ne m'inscris plus dans la polémique. C'est terminé. C'est pas une polémique. Le c'est nouveau un- Pascal c'est est la voix. arrivé. C'est un C'est constat. la voix de la raison. C'est un constat. Voilà. Et Monsieur Perromort, vraiment merci, vraiment merci Vous êtes le beaucoup. témoin de cette Vraiment. transformation. Voilà, merci. Bravo pour Gérard votre Leclerc va arriver dans une seconde. On va être avec Marc Vera.